Nous avons choisi de vous parler de la communication neuronale. En effet, ce sont les messages nerveux qui permettent au corps d'effectuer les mouvements. Le message nerveux passe dans les neurones qui sont contenus dans les nerfs. Les neurones sont composés d'un corps cellulaire, de prolongements appelés dendrites qui reçoivent les messages et axones qui les transmettent. Les neurones sont reliés entre eux et forment un vaste système de communication. Le message nerveux est caractérisé par un message électrique et par un message chimique. Le message électrique est appelé potentiel d'action. Celui-ci est rapide, transitoire, d'amplitude constante et surtout stéréotypé. Au repos, un neurone possède une charge de moins 70 mV. Au passage d'un potentiel d'action, le neurone va subir sa dépolarisation, puis sa repolarisation, et enfin son hyperpolarisation. Le potentiel d'action répond à la loi du tout ou rien, ce qui veut dire qu'il n'est créé que si le seuil de stimulation est dépassé. Sinon, il ne se passe rien. Une fois ce seuil de stimulation dépassé, plus la stimulation est forte, plus la fréquence des potentiels d'action est importante. Comme l'amplitude des potentiels d'action ne change pas, c'est leur fréquence qui va coder le message. C'est ensuite le message chimique qui intervient. Entre l'extrémité de l'axone du neurone présynaptique et l'extrémité des dendrites du neurone postsynaptique se trouve une zone appelée fente synaptique où se transmet le message nerveux chimique. À l'arrivée d'un potentiel d'action, des sortes de sacs, appelés vésicules contenant des neurotransmetteurs, fusionnent avec la membrane du neurone présynaptique. Les neurotransmetteurs contenus sont libérés dans la fente, c'est l'exocytose. Ils se fixent sur le récepteur spécifique présent sur la membrane du neurone postsynaptique. L'arrivée de neurotransmetteurs permet de créer soit un potentiel d'action neuronale dans le cas d'une synapse neuroneuronale, soit un potentiel d'action musculaire dans le cas d'une synapse neuromusculaire. Dans ce cas, l'exocytose permettra la contraction du muscle. Puis, les neurotransmetteurs se détachent des récepteurs et rejoignent le neurone présynaptique où ils sont recyclés. Mais, au cours de notre vie, nous pouvons être soumis à de nombreuses agressions extérieures qui altèrent le bon fonctionnement de la communication nerveuse, comme par exemple l'injection de venin de serpent. Le terme venin désigne les toxines injectées dans le corps, ici par les crochets d'un serpent, et se distingue du terme poison qui désigne les toxines ingérées, inhalées ou absorbées au toucher. Les toxines sont des protéines de petite taille constituées d'une séquence d'acides aminés liés entre eux par des liaisons peptidiques. Les toxines se fixent sur des récepteurs cellulaires spécifiques dont elles perturbent le fonctionnement par leur structure tridimensionnelle. Les venins sont essentiellement composés d'enzymes et de toxines. Les hémotoxines agissent sur le sang et provoquent l'éclatement des globules rouges. Les myotoxines perturbent la contraction et endommagent les muscles. Mais les toxines qui nous intéressent sont les neurotoxines qui agissent sur le système nerveux. Les toxines post-synaptiques prennent la place des neurotransmetteurs sur les récepteurs, ce qui entraîne une paralysie musculaire. Les toxines présynaptiques empêchent simplement la libération des neurotransmetteurs. Sur plus de 3000 espèces de serpents connues, environ 450 seulement sont considérées comme venimeuses. Parmi ces espèces, on compte notamment la vipère aspic, présente un peu partout dans notre pays, mais plus fréquente au sud. Comment réagir à la suite d'une morsure de serpent ? Tout d'abord, une morsure n'entraîne pas toujours une envenimation, seulement une fois sur 2 environ. Sans envenimation, on parle de morsure sèche. Bien que rarement mortelle pour l'homme, l'envenimation détermine des troubles cliniques spécifiques selon la nature des toxines. La composition des venins varie selon la localisation géographique des serpents. En cas de morsure avec injection de venin, il existe des sérums anti-venin qui présentent une action efficace mais spécifique. Ils se basent sur la composition biochimique propre du venin pour proposer une réponse immunitaire adaptée. Les anticorps contenus dans les sérums se fixent sur les toxines et permettent la formation de complexes humains qui augmentent puissamment la phagocytose. Nos travaux nous ont amenés à réaliser un test immunologique d'Ouchterlony avec produit de substitution. Le produit anti-venin modélisé par une solution de soude est placé dans le puits central. La solution ne contenant pas l'antigène recherché est remplacée par la solution D d'eau distillée. La solution contenant les antigènes est remplacée par les solutions C et E de sulfate de zinc. Les solutions se diffusent de façon homogène dans toutes les directions autour du puits dans la gélose d'agar-agar. Là où se forme un complexe immun, on observe à l'œil nu un arc de précipitation. On peut en observer 2 entre le puits S et les puits E et C. Cela signifie donc qu'ils contiennent l'antigène correspondant à l'anticorps du produit antivenin. Le puits D ne forme pas d'arc de précipitation et ne contient donc pas cet antigène. Nous sommes allés consulter plusieurs pharmaciens afin de savoir comment réagir en cas de morsure. Il faut tout d'abord contacter les secours avec le 112 afin d'obtenir les conseils d'un médecin, puis se rendre aux urgences car une surveillance de 24 heures en milieu hospitalier est toujours nécessaire. En attendant les secours, vous pouvez désinfecter la plaie après avoir nettoyé à l'eau. Il faut également retirer les bijoux ou vêtements qui serreraient trop le membre mordu, puis il faut mettre la victime au repos. Une fois à l'hôpital seulement, si des symptômes graves sont détectés, un sérum antivenin est administré. Les pharmaciens nous ont aussi parlé des pompes à venin qui peuvent être achetées en pharmacie. Cependant, leur efficacité n'est pas prouvée. Les pharmaciens ont donc émis une réticence. Afin de limiter tout risque d'être mordu lorsqu'on se balade en forêt, il est conseillé de porter des pantalons ou des grandes chaussettes, de porter des chaussures fermées, de posséder un bâton pour écarter les herbes hautes, de vérifier les duvets et vêtements avant de les enfiler et de prendre une lampe de poche pour se déplacer la nuit.